Bon, je vous remercie d'être là. Nous avons condamné ce qui s'est passé hier soir, bien sûr, à Paris. En dire plus sur le constat que l'on fait, les analyses que l'on a sur cette France qui ne va pas bien, et le confronter aux événements d'hier soir sur Paris, ça serait récupérer, en dire plus que ça serait récupérer. Sachez bien sûr que bon, à l'UPR, on compatit. Et puis, une pensée, parce que je partage mon temps avec Paris, et que j'ai des amis de la famille là-bas. Et voilà, il y a des gens qui souffrent, je pense que c'est pas fini. Je pense que chaque fois qu'il y a des événements, on est dans l'émotionnel, mais malheureusement, au moment où on peut sortir un petit peu dans l'émotionnel, de cet émotionnel-là, on ne se pose pas les questions, savoir pourquoi ces choses-là arrivent. J'espère que cette fois-ci, on ira un petit peu plus loin, non pas dans la répression, mais dans la réflexion. Donc, nous continuons à faire nos conférences, parce que ça nous est bien sûr permis par la loi, mais c'est tout de même terrible ce qui s'est passé. Voilà. Dans la France. Donc, nous allons un petit peu présenter ce qu'est l'Union populaire républicaine, et j'ai inclus dans cette mini-conférence le programme, une partie du programme régional, qui est tout de même une révolution aussi pour nous. Nous connaissons tous les grands thèmes de l'UPR, et là ce sont les régionales, et on a rajouté bien sûr un programme qui nous définit vraiment. Si l'on fait ce que l'on a toujours fait, on obtient ce que l'on a toujours obtenu. On dirait qu'on enfonce des portes ouvertes, sauf que c'est malheureusement toujours un petit peu ce qui se passe. J'ai puisé cette phrase dans un livre de Thomas Dansbourg, qui est un grand psychologue de CNV, la communication non violente. Thomas Dansbourg qui nous dit aussi: comment sortir d'une prison lorsqu'on n'est pas conscient d'être enfermé dedans? Et lorsqu'on va parler de l'UPR à des gens qui n'ont pas entendu parler de l'UPR et qui sont nés dans l'Union européenne toute la journée, on sait que ça ne va pas bien, mais on n'est pas conscient qu'on y est à l'intérieur. Ce sont deux réflexions primordiales qu'il faut avoir pour se demander, mais pourquoi, lorsque j'ai envie d'aller vers ici, en fait je me retrouve toujours à aller vers là. C'est un petit peu comme cet ami donc, qui me disait: en 2007 j'ai voté pour la droite, ensuite j'ai voté pour la gauche, et aujourd'hui lorsque je fais le bilan, je me demande même s'il y a eu des élections en 2012. Alors Thomas Dansbourg, le même, nous dit que pour que ça change, il faut penser autrement. Alors penser autrement, aujourd'hui encore, il y a des gens qui se réfèrent à ce monsieur, Coluche, qui nous disait: je me présente au présidentiel pour appeler à ceux qui nous ont pris tout notre pognon, que ce serait bien qu'ils nous en laissent un petit peu. On aimait Coluche, on ne l'aimait pas, il ne nous laissait pas indifférents, sauf que Coluche, c'est il y a 30 ans. Alors un jour, moi, j'ai rencontré ce monsieur, François Asselineau, et puis j'ai compris que ce n'est pas simplement notre pognon qu'on nous a enlevé, ce sont nos frontières, nos référendums, ce sont notre monnaie et notre budget. Notre drapeau tricolore, ce que l'on voit ici, c'est l'emblème de l'Élysée lorsque nos présidents de la République font une allocution. Le drapeau français est caché dans un coin derrière le drapeau européen, il n'y a plus les couleurs. C'est la présidence de la République, oui, mais laquelle? On nous a pris aussi notre langue française avec cette dame, Madame Fioraso. Et puis, avec la loi Fioraso qui fait de la langue française une langue secondaire dans les études supérieures. À savoir que le système français pour apprendre des langues à nos enfants
et ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on n'est pas très fort, et que ça sera encore un moyen de sélection en arrivant en université ou dans des grandes écoles où il faudra parler parfaitement une langue étrangère, puisque ça ne sera plus forcément le français, on sait très bien, ça sera l'anglais. On nous a pris aussi la qualité de notre éducation nationale. Eh bien, nos enfants n'apprennent plus désormais la richesse de François Ier, Louis XIV. Et mes enfants font des fautes en arrivant en université que je ne faisais plus en 6e. Et puis, on nous a pris nos services publics de plus en plus parce qu'ils vont être tous privatisés. Et puis, nos emplois qui seront tous délocalisés. Alors, il y a un moment, je me suis dit, mais est-ce que je suis le seul à voir ça? Quand on se retrouve à tracter, comme on l'a fait ce matin, on se dit que, oui, on est un petit peu seul. Plus rien ne va, mais il y a une résignation et on se dit, je suis alors totalement isolé. Jusqu'au jour où j'ai rencontré l'Union populaire républicaine, et là, pour penser autrement, eh bien on oublie de sortir la baguette magique du chapeau pour dire qu'on va raser gratis. On va oublier les petites phrases politiciennes et tout ce qui est supposition, tout ce que l'on propose dans des programmes d'élection qui ne tiendront pas et qui font que 50 à 60% des Français ne veulent plus aller voter. Nous, on part de ce que l'on vit tous les jours et on regarde les faits, les causes. Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Alors on se rend compte que nous sommes dans un état de droit, il y a des lois, et nous on veut être dans un état de droit. N'oublions pas que nous sommes à l'Union populaire, nous sommes placés dans les divers, nous sommes ni à droite, ni à gauche, ni dans les extrêmes. Nous, la République, ça nous va très bien. Et on se rend compte que dans cet état de droit, il y a des lois, et que ces lois, elles sont prises à peu près à 80%, non pas dans notre région, non pas en France, mais elles sont prises à Bruxelles. Alors, on fait un constat qui est simple, les traités européens sont plus des freins qu'un élan pour notre essor en France. Donc, eh bien, on appelle à sortir sereinement, légalement, grâce à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, on appelle à sortir de l'Union européenne qui méprise les peuples. Il y a eu des référendums, nous savons très bien ce qui s'est passé. On appelle à quitter l'euro, une monnaie qui est bien sûr trop forte pour nous et qui aura pulvérisé nos emplois, pulvérisé notre industrie. Et bien sûr, on appelle à quitter l'OTAN, avec toutes les dérives. Et on pourrait se poser un petit peu la question, par rapport à tous les événements que l'on vit en France, si la problématique, elle n'est pas aussi là. Alors, pour certains, vous me connaissez, je m'appelle Alain Fédel, je suis en fait musicien. Je suis un simple citoyen. Moi, ma boutique, c'est la scène. Et je sais que certaines personnes doivent se dire, mais c'est pas très sérieux. Un musicien qui vient s'occuper des affaires de la France, j'ai une tête, deux bras, deux jambes comme n'importe qui, je suis un citoyen. Nous, on vient tous de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous avons des droits et des devoirs inaliénables. Alors je prends et l'un et l'autre, et je me lance pour ce pays-là. Et avec vous, eh bien, on va pouvoir aller plus loin. Comment est-ce que j'ai rencontré l'UPR? C'est en écoutant. J'étais malade pendant un mois, c'était en 2011, et j'ai entendu parler comme ça, sur les réseaux sociaux, d'un monsieur qui s'appelait Asselineau. Je ne savais pas du tout qui c'était, j'ai écouté une conférence, 2 conférences, et puis je me suis dit, au nom de la démocratie, ce monsieur-là que je ne connais pas a le droit de citer. Je me suis dit qu'il devait avoir peut-être besoin un petit peu d'argent. Alors je suis allé sur le site et je me suis dit, je vais lui donner le coût d'un restaurant. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais peut-être que si je mettais un numéro plus en nombre d'adhérents,
ça ferait grandir ce parti-là, qui était un mouvement. Je crois que dans les années 2011, on devait être dans les 600 et quelques adhérents. Et on a bien grandi depuis. Ce monsieur-là, c'est François Asselineau, qui a une ouverture d'esprit qui fait qu'il a choisi un musicien, un intermittent du spectacle, pour mener toute une équipe dans la seconde plus grande région en France. J'en connais des musiciens qui se sont engagés dans des parties, mais souvent on les prend pour des potiches, on les met sur une scène pour prendre la photo. Moi je mènerai personne, je ne suis pas quelqu'un de connu, ma mère me connaît. Et il s'est dit, ça peut être bien qu'il y ait des représentants qui forment vraiment la France. Et dans les représentants qui forment vraiment la France, il y a aussi des musiciens. François Asselineau, eh bien on le connaît, c'est un haut fonctionnaire de l'État. Il a dirigé des services économiques à Bercy. Et on le retrouve dans le site de l'UPR, upr.fr, avec toutes ses conférences. C'est un conférencier. Et qui nous a ouvert l'esprit. Et qui nous permet de pouvoir nous engager. Je sais que qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Eh bien, j'avais déjà à peu près ces idées-là. J'attendais pas un gourou. Mais il m'a permis de mettre les points sur les i quand je croyais simplement que c'était des suppositions de ma part. Et il m'a dit par ses conférences que ce que je pensais, eh bien c'était des faits. Donc, l'Union populaire républicaine aujourd'hui, c'est 9146 adhérents aujourd'hui. On a 10 à 15 adhérents de plus par jour. Classés dans les divers, donc ni à gauche, ni à droite, ni dans les extrêmes, nous avons eu l'intelligence de mettre de côté toutes nos différences pour aller vers un seul but. Ce but-là, c'est redonner aux Français la liberté de choisir par eux-mêmes leur destin collectif. C'est de refaire de la France le pays des hommes libres, parce que nous sommes des Français, et que France, ça veut dire libre. Alors, ça a du sens de vouloir mettre de côté nos différences pour aller dans un seul chemin, redonner aux Français la liberté de choisir eux-mêmes leur destin. Parce que dans l'histoire, ça s'est déjà fait. Dans l'histoire, ça s'est fait par le programme du Conseil national de la résistance. Lorsqu'on lit ce programme et qu'on le modernise, on trouve le programme de l'UPR. Qu'est-ce que ça nous a laissé, le Conseil national de la résistance, le CNR? Des broutilles. Ça nous a laissé la retraite par répartition, la sécurité sociale, les 30 glorieuses, et le fait que ce n'était pas un gros mot de dire que, en tant que citoyen, on voulait être souverain en France, pas être mieux que les autres, pas les écraser, pas être renfermé, être ouvert au monde, pas être enserré dans une vieille idée qui fait qu'on s'unit simplement avec des pays de l'Union européenne. Alors eux aussi, ils avaient mis de côté toutes leurs différences pour redonner aux Français la liberté de choisir leur destin. Alors, c'est quoi, lors de ces élections régionales, c'est quoi de choisir dans notre région notre destin? Eh bien, moi je me dis que c'est un petit peu comme lorsque tu habites dans un appartement. Dans un appartement, eh bien, je reçois l'électricité et je fais ce que je veux de l'électricité. Je peux regarder un match de foot, je peux passer un aspirateur. Oui, mais voilà, je ne suis pas au fin fond de la forêt dans une maison, je suis dans un appartement. Cet appartement, il est dans un immeuble. Eh bien, si l'immeuble ne reçoit pas l'électricité, je ne recevrai pas l'électricité dans mon appartement, et j'aurais eu beau avoir le plus grand des commerciaux de la plus belle usine d'électroménager qui m'aura vendu le meilleur aspirateur du monde. Si dans l'immeuble il ne rentre pas de l'électricité, j'en aurai pas chez moi, et je vivrai toujours dans la poussière. Alors, peut-être que dans cet état de droit où il y a des lois, eh bien les lois ne sont plus prises
en Auvergne-Rhône-Alpes. Elles sont même plus prises en France, elles sont prises à Bruxelles. Un petit peu comme dans cet immeuble où si le syndic ne s'occupe pas des fondations, eh bien, si les fondations sont touchées, l'immeuble tombe et notre appartement avec. Mais le syndic, lui, il n'habite pas dans l'immeuble. Le syndic, lui, il habite le Berlaymont à Bruxelles. Alors nous, on se dit, oui, mais voilà, on est tout de même dans une démocratie. Et si tu me dis que c'est pas moi qui peux m'occuper de mon électricité dans mon appartement, alors je vaux quoi? Parce que tout de même, notre démocratie, eh bien, lorsqu'on vient des droits de l'homme et du citoyen de 1789, eh bien, ça a donné une constitution avec cet article-là, l'article 2. Et l'article 2 nous dit le principe de notre République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je suis totalement pour que l'on puisse se concerter pour écrire une constitution. Parce que la constitution, c'est la loi du peuple, c'est celle qui va mettre un frein à des hommes politiques. Oui, mais voilà, lorsqu'on a un article comme celui-ci, ceux qui pensent qu'il faudrait enlever cette constitution pour en refaire une autre, ils ont peut-être raison, mais est-ce qu'ils se sont vraiment battus pour faire appliquer déjà cet article-là qui existe? C'est pas aussi simple. Il y en a sûrement un qui va dire un petit peu l'inverse, et quoi qu'il en soit, vous jugerez par vous-même si ça nous est arrivé souvent de vivre dans cette fameuse République qui est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. En tout cas, si ça ne nous est pas arrivé avant, eh ben, ça n'existe plus du tout aujourd'hui. Il y a aussi l'article 4. Les partis politiques doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et la démocratie. Déjà, il y a marqué le mot souveraineté. C'est pas un gros mot, la souveraineté, c'est constitutionnel. C'est dans notre constitution de 58. Est-ce que les partis politiques qui vendent nos services publics lorsque l'Union européenne l'exige et lorsqu'on est en train de vendre la France et de faire disparaître la France, est-ce que ces partis-là respectent cet article-là et donc est-ce qu'ils sont constitutionnels? Nous, ce que l'on veut, c'est que l'on puisse reprendre la maîtrise de tout ça. Alors, puisqu'on se dit que nous, on a envie de redonner la démocratie, puisqu'on pense qu'on l'a plus, alors c'est quoi dans ces régionales, pour l'UPR, la démocratie, que ce soit en Auvergne-Rhône-Alpes ou ailleurs? Eh bien, on va aborder quelques points de notre programme régional. Tout le reste, vous irez le trouver par vous-même sur upr.fr. Eh bien, nous, pour moi en tout cas, le plus important, parce que je l'ai entendu des dizaines de fois, par des partis, bien sûr, qui n'avaient pas l'intention de le mettre en œuvre, parce que lorsqu'ils ont été au pouvoir, ils ne l'ont pas mis en œuvre. Nous créerons le référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire, c'est-à-dire qu'1% de la population en Auvergne-Rhône-Alpes qui se groupera pour faire passer une idée. Eh bien, nous, on lancera un référendum. Après, nous créerons une commission de citoyens qui seront tirés au sort en public pour contrôler les actions du conseil régional. C'est-à-dire qu'en France, on nous l'a assez reproché pour qu'à force on s'arrête. Nous sommes des grognons. Alors on grogne. Mais on s'arrête là. Si on dit aux citoyens, voilà, nous allons faire une liste, venez vous inscrire sur cette liste, et nous tirerons au sort, quel que soit votre statut, nous tirerons au sort une commission, et bien on verra un petit peu les Français qui veulent vraiment s'investir. Et s'investir à quoi? Eh bien lorsqu'on donne un mandat, qui est souvent un chèque en blanc, à nos représentants, eh bien on pourra être au sein du conseil régional, là où ça se passe, pour
surveiller, venir rapporter aux autres si la démocratie existe. Et puis aussi, eh bien nous on pense que tous ces grands travaux, tout ce qui coûte cher, et qui est payé par nous, eh bien ça nous regarde. Alors pour tous les grands travaux, eh bien, on demandera l'avis aux citoyens par référendum. Ça a l'air simple comme ça. Depuis que je suis gamin, moi, on m'en parle de ça, et ça n'a jamais été mis au point. Après, alors on va aller très vite, bien sûr, nous sommes contre le cumul des mandats. Nous ne sommes pas les seuls, on l'entend, mais pour l'instant, c'est toujours comme ça. Alors voilà, on va peut-être enfoncer quelques portes ouvertes, mais c'est important de dire que la démocratie, ça passe aussi par là. Parce qu'on veut que tout le monde puisse s'exprimer. Alors on va l'écouter. Et puis nous prévoyons aussi un audit sur l'attribution des aides européennes et sur les dépenses de la région. C'est important de savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds. Ce qui est beau à l'UPR, c'est qu'on se donne des coups de main. Et lorsqu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, un thème où je n'ai pas le temps d'aller fouiller, il y a forcément quelqu'un de l'autre côté de la France, même de l'autre côté de nos frontières, parce que l'UPR s'étend sur beaucoup de pays, et bien des gens qui me disent « Ok, moi je m'y jette ». Et il y a un adhérent de Rhône-Alpes qui allait jeter un coup d'œil sur comment est-ce qu'il y a ces attributions d'argent qui, bien sûr nous le verrons après, nous appartient. Toutes ces aides-là, où est-ce qu'elles passent? Où est-ce qu'elles passent? Et il s'est rendu compte que tout était très opaque. En fait, dans une région, on pense que ce sont toujours les payeurs qui donnent des ordres. C'est plus grave. Nous, ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, pour l'an dernier, je crois que c'était l'an dernier, c'est à peu près 5% du budget, les aides européennes. Pourtant, on suit toutes les directives de l'Union européenne, bien sûr, parce que la loi, c'est l'Union européenne qui l'a fait. Alors nous, on ira voir un petit peu comment ça se passe, à qui on donne ça, et pour pas qu'on fasse d'erreurs. Nous allons aussi, par rapport à l'emploi, nous orienterons les aides vers les PME, les TPE, l'artisanat, la recherche et l'innovation, tout ce qui peut créer de l'emploi. On va essayer de détourner l'argent qui était donné à des grosses entreprises, parce que au niveau de la région, on va peut-être pouvoir aider le tissu local. Et puis, ces aides-là seront données sous condition. Pas donner à une entreprise une aide, et une fois qu'elle l'a prise, elle délocalise. C'est tellement arrivé. Alors, ces conditions, ça sera basé sur la création d'emplois durables et le maintien des emplois. Et puis nous créerons aussi, ça c'est pour la consommation, on va essayer de créer des centres régionaux de distribution de produits agricoles sur le modèle des AMAP. Les agriculteurs étant déjà mis en choc frontal face à des pays à très bas coût de production et de salaire. En plus, en France, il y a des distributeurs qui prennent une très grosse marge. On ne veut pas rentrer forcément, nous, en conflit avec tous les distributeurs, il en faut pour tout le monde. Mais pour développer la production locale, la production de qualité, si le conseil régional aide aussi à la distribution, ça sera un plus pour les producteurs et ça sera un plus pour les consommateurs qui trouveront des produits de qualité et de terroir et du local à moindre coût. Et puis bien sûr, nous agirons contre la réforme territoriale, on va la voir juste après. Nous combattrons la privatisation du TER qui est prévue en 2026. Ça a été un petit peu repoussé. C'était prévu en 2019. Prévu en 2026. De toute manière, on ne sait jamais avec l'Union européenne. Peut-être que ça sera demain soir. Partout où ce sera notre intérêt, nous mettrons fin aux délégations de services publics en récupérant et en nationalisant la gestion de l'eau. Je dis bien partout où ça sera notre intérêt parce qu'en discutant un petit peu avec des gens qui sont aux manettes de villes, on se rend compte qu'il y a des villes où vraiment, une fois qu'on a récupéré l'eau,
ça a été un bien pour tout le monde. Ça a été moins cher. Certaines études, rares, mais tout de même, eh bien, on s'est posé la question, pas nous, hein, on ne gère pas encore des municipalités, mais je connais 3 personnes dans certaines villes, dont je tairai le nom, où il y a des études sérieuses qui ont été faites, et là, eh bien, l'intérêt, c'était de laisser, hein, de déléguer. Mais nous, partout où ça sera notre intérêt, on va récupérer ce bien-là. Parce qu'on pense à l'UPR que le bien public, celui que l'on a payé, nos parents, nos grands-parents que l'on paye, le bien public, eh bien, il doit revenir simplement au public, et donc au service public. Et puis, nous maintiendrons les services publics et aiderons l'installation des médecins et des jeunes agriculteurs dans les zones rurales. Parce qu'en plus, en Auvergne, ce sont des terroirs. Et l'agriculture en Auvergne et en Rhône-Alpes, et que lorsque ça se désertifie, eh bien ça devient vraiment des mouroirs. Et nous, on veut que ça vive, la France. Ce matin, on est allé dans un petit village, je trouve ça magnifique, moi qui suis aussi souvent sur Paris, passer des Champs-Élysées, descendre à Marseille aussi, et puis se retrouver là, dans ce petit village où j'entends de la musique avec accordéon et on vend des vaches, des moutons, je trouve ça magnifique. Et ce qui fait peur, c'est que, eh bien, petit à petit, ces villages meurent, parce qu'il faut être de plus en plus productif, et ce sont des grosses métropoles qui vont attirer, comme des pompes aspirantes, toute l'activité. Moi, je ne veux pas ça. La UPR, on ne veut pas ça. Alors, l'instruction, eh bien, nous reviendrons sur les fondamentaux de l'instruction publique. Là, on se dit, tiens, il est en train de nous parler de Topaz. Il est en train de nous parler d'un siècle qui n'existe plus, en préférant l'humain au tout numérique. Alors là, il ne veut même plus de numérique, alors là, il est reparti, vraiment, c'est Cro-Magnon. Mais pas du tout, parce qu'il y a le rapport PISA de l'OCDE. C'est pas Charlemagne, hein. C'est septembre 2015, c'est il y a 2 mois. Eh bien, qui dit que les pays où on a freiné sur le numérique, où on a remis de l'humain, eh bien, les enfants ont une instruction. Pas du bachotage pour apprendre, je suis lundi, j'apprends un cours pour mardi, et mercredi, j'ai tout oublié. Donc, eh bien, nous, on se dit que de remettre de l'humain, ça va permettre d'avoir de meilleures bases et une meilleure cohésion sociale entre des statuts différents. Nous relancerons l'apprentissage pour les moins diplômés, pas que pour eux, mais pour les moins diplômés, des gens qui ont eu moins de chances aussi d'y arriver. Nous relancerons l'apprentissage pour les moins diplômés, simplifierons les démarches administratives pour les employeurs. Beaucoup de partis, il faut qu'on soit honnête, appellent à ça aussi, l'apprentissage. Les conditions, elles ne sont pas bien définies, et une fois qu'on est au pouvoir, ben on voit qu'on laisse un petit peu tomber. Mais nous, c'était important de montrer que l'apprentissage, surtout quand on est pour une réelle instruction, c'est extrêmement important. Après, le logement, nous augmenterons la construction de logements sociaux, de taille humaine et de haute qualité environnementale. Bien sûr, on va respecter tout ce qui est carbone, pas forcément comme notre gouvernement qui nous lance une COP 21, soi-disant pour lutter contre les émissions de carbone, mais qui au même moment, parce que l'Union européenne l'a décidé, met en vente nos barrages hydroélectriques, c'est-à-dire la source qui n'émet aucune émanation de carbone. Alors on peut se dire, mais on marche sur la tête, on vend ce qui nous appartient, on va le vendre au privé au moment où ça devient rentable, c'est-à-dire qu'encore une fois, nous on aura payé pour les dépenses et pour les gains, ça ne sera pas pour nous, et en plus on donnera des subventions aux entreprises qui n'auront pas d'émissions de carbone. C'est-à-dire qu'on va encore payer pour ceux qui nous ont pris ce qui était à nous, et on va encore leur payer une part avec notre argent.
Nous soutiendrons le secteur des économies d'énergie, notamment par des rénovations énergétiques des bâtiments anciens. Et surtout, ça c'est un clin d'œil, c'est un petit cliché, mais lui, on l'aime bien. Eh bien, nous retirerons le drapeau européen des bâtiments qui dépendent du Conseil régional, légalement. Puisque n'oublions pas que ces trois couleurs-là, eh bien, c'est un des symboles de la République française. Alors lui, nous, on a envie de le voir, et lui, on a aussi le droit, comme en Grande-Bretagne, de dire que ce drapeau-là, il n'a rien à faire sur les frontons de nos écoles, de nos mairies. Il n'a rien à faire. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il est là, ce drapeau? En plus, parce qu'il y a toute une classe politique qui oublie que la France existe, c'est que lorsque l'Union européenne donne de l'argent à nos collectivités, à des associations, des subventions, enfin donne notre argent, eh bien il y a une condition, pour des travaux aussi. La condition, c'est que l'on mette le drapeau européen pour montrer que c'est l'Union européenne qui a fait ça. D'ailleurs, pour des gens, je suis intermittent du spectacle, un intermittent du spectacle reçoit des ACDX spectacles. Donc je reçois tous les mois une lettre du Pôle emploi, comme ça. Et il y a peu de temps, je me suis rendu compte qu'à côté du logo de Pôle emploi, eh bien, il y a le logo de l'Europe qui s'engage et le drapeau européen de l'autre. Donc ben voilà, nous on se fera un petit plaisir comme ça, et surtout par contre, nous informerons le public sur l'origine des fonds européens tout en dénonçant les traités européens. Parce que nous, au sein du Conseil régional, on ne pourra pas lutter contre les lois qui, elles, dépendent de la nation et qui sont faites à Bruxelles, mais on sera là pour alerter. Donc si on veut plus, eh bien voilà, il faudra attendre 2017 pour voter pour François Asselineau, qui se présentera au présidentiel. Alors, on vient de parler de démocratie. Comment est-ce que nous, on voit la démocratie? Une part de notre programme régional. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie de tous les jours? Ça serait bien de voir ce que font les autres. Moi, je trouve que ça serait intéressant. Eh bien, est-ce qu'une seule fois, on nous a demandé si nous voulions appartenir à ce groupement qui fait 80% de nos lois? Est-ce qu'une seule fois en 57 ans, on nous a demandé si nous voulions appartenir à l'Union européenne? Alors, pour tout ce qui est euro, oui, on nous l'a demandé, c'était le traité de Maastricht, 1992. Et puis, pour la Constitution européenne, on nous l'a demandé, c'était le fameux référendum en 2005. Mais, pour entrer dans l'Union européenne, jamais. Pour en sortir, jamais. Alors vous allez me dire, oui, mais tu sais, tu es gentil, tu dois être un poète, tu crois que les mots comme ça, tu nous parles de référendum, et regarde ce que l'on a fait des référendums. Ben oui, c'est vrai que les partis politiques en place ont une autre grille de lecture. Parce que quand je dis les partis politiques, c'est à peu près tous, et la majorité de ces à peu près tous partis. Parce qu'il a bien fallu qu'un jour, on vote pour accepter que l'Union européenne ait cette place. Parce que pour moi, lorsque je parle de l'Union européenne, c'est pas simplement Bruxelles. C'est les gens qui, en France, permettent que Bruxelles existe tous les jours chez nous. Alors oui, ils avaient une vision très personnelle du référendum. L'avant-dernier référendum en France est celui-ci, 2005, vous le savez comme moi. Eh bien, les Français ont voté non à 55%. Eh bien, ce monsieur-là, mais donc aidé de la majorité de la plupart des partis, on le voit là aussi, eh bien, ils ont attendu 3 ans et ils ont piétiné notre référendum. Et on nous a fait passer le traité de Lisbonne, qui est le même,
C'est la même constitution européenne, mais on a simplement interverti les numéros. C'est tout. Le traité de Lisbonne en 2008. Qu'est-ce qu'on a fait lorsque là, on se dit, oui, mais la Constitution, on doit l'écrire nous. Qu'est-ce qu'on a fait pour se faire respecter? Ben, on est tellement pris tout le temps. On est tellement essoufflé avec une vie qui est de plus en plus difficile, ben, on n'a pas fait grand-chose. Alors, ben, aujourd'hui, on est soumis à notre Constitution qui s'appelle le traité de Lisbonne. Le dernier référendum en France, c'est celui-ci. L'UPR s'est beaucoup battu pour rappeler aux Alsaciens eh bien, que c'était des citoyens et qu'ils devaient réagir. Dernier référendum, c'était le 7 avril 2013 pour regrouper le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Ah, tiens, regrouper le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Ça me rappelle qu'on vient de regrouper, ou on va regrouper, en janvier 2016, Auvergne-Rhône-Alpes. Ah bon? Mais attends, alors eux, ils ont eu un référendum. Pas nous. Ah ben non! Parce que dans le Code général des collectivités territoriales, il y avait un article qui imposait le référendum pour tout regroupement de territoire ou pour en changer les limites. Mais voilà, nous avons ce monsieur, monsieur Hervé Guémard, un grand démocrate devant l'Éternel, mais il n'était pas seul. Il y avait aussi une majorité de la plus grande partie des partis politiques qui étaient présents, et qui, lui, n'a pas attendu 3 ans, il a attendu 3 mois. Juillet 2013, avec son amendement, qui est devenu l'amendement Guémard, eh bien, il a enlevé, tout bonnement, puisque les Alsaciens ont dit non au référendum. Oh, bah alors, déjà, on fait en sorte d'avoir une éducation nationale qui n'apprend plus vraiment à réfléchir, mais ils sont encore trop intelligents. Alors, bah, vu qu'ils n'ont pas compris, eh bien, on va enlever l'article qui imposait le référendum pour tout regroupement de territoire. Voilà. C'est pour ça qu'on ne vous a pas demandé votre avis pour prendre votre appartement et le lier à l'appartement du voisin, arbitrairement. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on aurait accepté que quelqu'un vienne chez vous et vous dise, bon alors là, super, je vais mettre le lit, excusez-moi, j'ouvre la porte du voisin, je vais mettre mon frigo. Il arrive un moment, on aurait dit, mais tu vas pas bien. Là, c'est la réforme territoriale contre laquelle on s'engage. On refuse cette réforme qui s'appelle réforme territoriale, où la loi noterait, certains disent notre, mais c'est nouvelle organisation territoriale de la République, qui fait qu'on a pris Auvergne-Rhône-Alpes, celle-là je l'aime bien, parce que quand je vais cliquer, ça fait paf, et là c'est beau, ça me plaît. On a pris les deux et on n'en fait plus qu'un, en nous disant de toute manière que c'est pour notre bien, que c'est pour qu'on soit plus proche de là où ça va se passer, et en fait, ben je pense qu'il vaut mieux appartenir à Rhône-Alpes et à la métropole de Lyon qu'appartenir à l'Auvergne. Parce que, une fois que ça sera Auvergne-Rhône-Alpes, parce que la métropole de Lyon, elle va être une pompe aspirante. Vous voyez Paris, la force économique de Paris, et vous voyez la banlieue, où on vient dormir. Ça va être comme ça. Nous, on est contre cette loi-là. Pour ça, pour le point de vue économique, pour ce qu'on nous fait croire et le fait qu'on ne nous a pas demandé notre avis. Parce que nous, on n'a pas envie que la France, ça devienne ça, que l'Europe, ça devienne ça, que ça soit la carte de l'Europe des Verts européens, pour une Europe fédérale. Parce que les Verts européens, avec Europe Écologie Les Verts pour nous, qui veulent une Europe fédérale, qui ne s'occupe pas que des tomates bio, eh bien c'est le découpage de l'Europe en grands territoires et qui amène à la disparition
de la France. Pourquoi des grands territoires? Peut-être pour ressembler aux États-Unis, parce qu'Auvergne-Rhône-Alpes, ça sera aussi gros qu'un des 50-51 États des États-Unis, ou alors peut-être pour ressembler aux Landers allemands. Oui, mais nous, voilà, ça a du sens de dire qu'on aime bien tout le monde. Moi, en tant que musicien, j'aime bien la musique anglo-saxonne. Mais bon, j'aime bien aussi être français, pas mieux que les autres. J'aime bien les Allemands, ils sont sympas, mais on a en plus un adhérent que je connais bien et qui est d'origine allemande, il n'y a aucun problème, mais nous, on a nos spécificités. J'ai pas envie, moi, qu'on soit découpé comme les autres. Si vous avez quelques instants à prendre, alors quelques instants avec les conférences de François Asselineau, c'est tout de même une vue de l'esprit, parce que c'est tellement riche, et ben ça dure. Mais c'est bien fait sur le site de l'UPR, parce qu'on les a un petit peu découpés. Vous savez, quand on prend du temps pour s'acheter une voiture sur Internet, on peut prendre du temps pour notre futur. Allez regarder cette conférence, les Eurorégions. C'est exceptionnel. On n'ira même plus regarder Star Wars au cinéma, parce que là, il y a autant d'effets spéciaux, mais c'est la réalité. Et si vous ne croyez pas, eh bien, vous irez sur cette page, Google étant notre ami, vous taperez Alpes-Méditerranée, vous tomberez sur cette page-là. C'est une copie d'écran. Il y a marqué Eurorégion Alpes-Méditerranée. Il y a une institution là-dedans, il y a déjà des gens qui travaillent. On ne vous a rien demandé. Alors on appelle ça un groupement européen de coopération territoriale. Un truc pour faire du business. C'est pas gênant, enfin pas plus gênant que l'Union européenne qui n'a été faite que pour faire du business et puis faire du commerce. Nous en France, on a toujours fait du commerce, sauf qu'on avait notre manière de penser. Eux, ils vont suivre, bien sûr, les règles ultra-libérales de l'Union européenne. Et cette eurorégion Alpes-Méditerranée, eh bien, c'est Rhône-Alpes. Alors bon, c'est bizarre parce qu'ici on est en Auvergne, alors on ne comprend pas trop ce qui se passe. Auvergne, Rhône-Alpes, mais alors plus l'Auvergne. Pendant ce temps, nous on ne sait plus où on en est. Mais cette eurorégion Alpes-Méditerranée, c'est le regroupement de l'Auvergne, le regroupement de PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis c'est le Val d'Aoste, c'est la Ligurie et c'est le Piémont. Vous connaissez la géographie comme moi, vous allez vous dire, mais attends, là, c'est français. Là, tu me dis qu'on va les coupler avec des régions italiennes. Alors ça veut dire que les Turinois, là, ils vont obéir à Paris? Ben non, ce sont des Italiens. Alors ça veut dire que ici, là, à Lyon, où les Marseillais, ils vont obéir à Rome? Ben non, ce sont des Français. Eh bien, petit à petit, les États vont donner toutes leurs compétences, de plus en plus de compétences, jusqu'à ce que ça devienne, comme dit François Asselineau, c'est une très belle image, des coquilles vides, des musées, un nom qui ne voudra plus rien dire. La France, l'Italie, c'est la fin de notre nation. Nous, on est contre la loi territoriale, la loi Notré, pour ça. Ça appelle la destruction de la France. Parce que on n'a rien demandé. Nous, on veut simplement vivre. Est-ce qu'on a demandé aux agriculteurs s'ils voulaient vivre autre chose que ce qu'est la France ancestrale? Bien sûr, ça a évolué avec le temps. Mais la France, c'est quoi? Ce sont des terroirs. Voilà. L'Auvergne, le Rhône-Alpes, c'est le Beaufort, le Saint-Nectaire, le Cantal. C'est l'autre région du fromage. Vous avez vu, je n'ai pas dit l'autre pays du fromage parce que ça appelle à la Hollande. Je crois qu'on va laisser Hollande de côté. Mais voilà, cette notion-là, bien à nous. Allez, certains vont dire, oui, mais c'est un petit peu franchouillard. Et alors? Et alors? On a aussi le droit, ça a du sens, d'aimer sa terre. N'oublions pas que dès que nous regardons un film américain, ça finit toujours avec l'hymne national, le drapeau et la main sur le cœur. Nous, on ne va pas en être forcément là. On a le droit d'aimer nos terroirs, surtout lorsque nos terroirs, c'était de la qualité. C'était des exploitations qui étaient à taille humaine. Voilà la politique de l'Union européenne, l'article 33 et 39 du TFUE qui impose le progrès technique
et la productivité. Eh bien pour tout ça, ça va être de plus en plus d'engrais, ça va être des exploitations de plus en plus gigantesques, ça va être les OGM. Vous savez, j'entends souvent des gens qui disent « Mais attends, heureusement qu'on a l'Union européenne pour nous préserver des OGM. » Je crois que c'est en 2010, la France a payé des millions de pénalités financières parce qu'on refusait, on tardait à mettre dans le droit français eh bien, la directive de Bruxelles qui disait, alors qu'on n'impose pas forcément, on dit qu'il est interdit d'interdire les OGM, c'est-à-dire qu'on a réintroduit les OGM. Comme on a introduit les farines animales, alors bien sûr pas pour les vaches, parce que pour les vaches, ben, ça c'est un petit peu trop visible, mais pour tout le reste, les farines animales, et puis ça donne une productivité. Oui, mais par rapport à des pays qui, eux, vont avoir des coûts de productivité, de production tellement plus bas que les Français, qui font que lorsque tu es un agriculteur et que tu investis, parce qu'il faut être productif, parce que j'ai plus de barrières, on me met des normes de folie et on ne me protège plus. Alors je fais des prêts et puis un jour je ne peux plus les rembourser. Alors, eh bien alors ça donne ça. Ça donne en France, en 1960, il y avait 3 millions d'agriculteurs, aujourd'hui il y en a moins de 500 000. Il y a un agriculteur, même plus, il y a 3 agriculteurs qui se suicident tous les 2 jours en France parce qu'ils sont mis en compétition avec des pays comme l'Ukraine. L'Union européenne a signé un accord de libre-échange qui devrait voir le jour début 2016 avec l'Ukraine. L'Ukraine, le salaire minimum, il est 35% moins cher qu'en Chine. On va où dans la flexibilité? Nos agriculteurs ne seront pas protégés et ils devront être compétitifs avec l'Ukraine. Mais pas que l'Ukraine, le Vietnam, partout sur la planète. Parce que les lois de l'Union européenne, elles sont faites pour les États membres, mais pour les pays tiers, les autres. Vous savez, la Chine qui fait tellement peur. Mais oui, mais quand on enlève des barrières, s'il y a quelqu'un qui vous fait peur chez vous, fermez la porte. Vous ne voulez pas qu'il rentre, il nous fait peur. Mais non, nous on permet qu'il rentre. C'est une véritable guerre qui est menée contre nos agriculteurs. Mais cette guerre, elle ne fait que commencer parce qu'on est en train de penser, sans me le demander, le fameux TAFTA, le traité euro-atlantique qui fera que des États seront soumis à des sociétés privées et à des tribunaux d'arbitrage privés. Si vous voulez savoir ce que ça va donner, le TAFTA, ben vous allez dans Google, vous marquez ALENA, A-L-E-N-A, c'est le grand frère du TAFTA. C'est un accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Et là, ça fait mal, surtout pour l'instant pour les Mexicains, même pour les Canadiens aussi. Pour les Américains, ben non, puisqu'on suit toujours, bien sûr, la loi du plus fort. Mais ça ne sera pas que pour l'agriculture, ça sera pour nos notions de commerce, notre manière de commercer, et puis pour nos acquis sociaux. Nous, ce que l'on veut, c'est simplement vivre. Vivre tous ensemble, bêtement, comme ça, comme on l'a toujours fait. On est heureux en France, tout finissait toujours par une chanson. Bon, sans être trop franchouillard, ben ça a du sens d'être un Français. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre. Simplement vivre. Pas dire qu'on est meilleur que les autres, on a le droit de payer des impôts. Ça nous fait plaisir de payer des impôts? Pas vraiment. Mais est-ce que ça nous fait plaisir de payer des impôts pour avoir une éducation de qualité? Avoir un facteur, c'est du lien social. Il y a des gens qui vivent tout seuls. Et lorsque le facteur arrive et donne un courrier, directement à la personne, c'est peut-être la seule personne qu'il voit. La personne qui est chez elle a une visite, c'est le facteur. C'est pas le gars d'UPS ou de je ne sais pas quel fournisseur maintenant qui lui est pressé par le temps.
et va vous laisser tout votre courrier dans le stock de boîte à lettres qui est au tout début à l'entrée des lotissements, vous savez. On se dit que c'est moderne. Un moderne comme ça, à l'époque, il venait chez moi. Et maintenant, il faut que je fasse 200 mètres. C'est bien pour faire du sport, mais tout de même, moi j'ai envie de payer des impôts pour, entre autres, je suis là. Voilà. Ça, c'est une photo de moi. Voilà, quand j'étais petit, à l'école, il y avait encore une qualité. Enfin, je dis ça, mais pas pour mes parents, ils trouvaient déjà que l'école avait bien changé. Mais ça avait un sens de pouvoir avoir un service public, avoir un hôpital, mais qui ne soit pas à 200 km pour que ma femme elle aille accoucher, mais pas à proximité. Avoir eh bien, des universités qui soient gérées par nous. Mais voilà, il y a l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit les aides de l'État aux entreprises publiques. Eh bien, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et ça veut dire privatisation. Et lorsqu'on aura fait comme aux États-Unis, privatiser nos universités, soit on ne pourra plus faire d'études, soit parce que les études, bien sûr, vont devenir de plus en plus chères, mais c'est déjà, ça commence à être le cas. Hein. Et moi, je ne sais pas, puisque je vous avais dit que je m'étais arrêté à la crèche, hein, puisque j'ai redoublé la crèche, mais j'imagine que c'est comme ça. Eh bien, ça fera comme aux États-Unis. Si on laisse les banques financer les études de nos enfants, eh bien, elles dirigeront leur manière de penser, elles dirigeront leur vie. Et moi, je suis contre. L'article 106, c'est celui qui nous a fait croire qu'en privatisant EDF, GDF, eh bien, on payerait moins cher. Tout le monde sait très bien que les prix ont explosé. Soi-disant, la concurrence, eh bien, fait qu'on paye moins cher. On a tous vu dans nos factures que ça n'était pas le cas. Et puis, c'est aussi celui qui a poussé la SNCM, Société Nationale Corse Méditerranée, qui est la continuité de la fameuse Transat, vous savez, le France, le Normandie. C'était des fleurons de la France. Eh bien, l'État, M. Sarkozy avait donné des aides qu'il n'avait pas le droit de donner. Parce que lui, il savait qu'il y avait l'article 106. Mais je donne aujourd'hui, je me fais une belle réputation, en sachant très bien qu'un jour je vais être retoqué. Mais c'est plus moi qui suis au gouvernement. Et là, il y a des politiciens qui jouent avec quoi? Avec des travailleurs, avec la misère. Parce que là, eh bien, c'est la Commission européenne qui a imposé par l'article 106 que la SNCM rembourse 440 millions d'aides d'État qu'elle ne devait pas toucher. Est-ce que tout ça, ça crée du chômage? On s'en moque. Il faut respecter la loi. Alors, c'est pas simplement l'article 106 pour la SNCF, mais on en est arrivé à un point où déjà, lorsqu'on a un travail, on a le voisin qui nous regarde un petit peu comme si on avait été pistonné pour avoir du travail. Le travail, c'est tout de même un droit et un devoir dans la Constitution. Eh bien, aujourd'hui, quand je travaille, on me dit que je coûte cher. Qu'est-ce que je peux faire? Je travaille. À Paris, je connais des gens. Vraiment, on en parle à la télé, mais je connais. Alors on s'était aidé, bon là je ne suis plus trop sur Paris, mais pour qu'ils ne dorment pas dans leur voiture. Et puis un jour, ben, tu ne peux pas, tu arrives déjà à vivre toi dans ton petit studio. Et il y a des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture. Et on te dit, oui mais voilà, on l'a trouvé la solution, il faut que tu sois flexible. Ah, ben il est certain que lorsqu'on ne peut pas jouer sur le coût d'une monnaie, elle est où la variable d'ajustement? Eh bien c'est l'humain. Alors on nous enlève des charges, on se dit ben, on va enlever des charges, mais les charges c'est notre salaire, c'est notre solidarité à la française. Les charges, eh bien ça va payer la sécu, ça va payer les retraites, ça va payer le pôle emploi. Eh bien il faut que je sois flexible. Bon, mais flexible jusqu'où? Parce que on est en train de me dire que c'est moi le coupable. Et petit à petit j'accepte les délocalisations. Je ne comprends plus pourquoi là, le travail part, mais j'accepte.
je coûte tellement cher. Ou alors, il faudrait que j'accepte, à terme, d'avoir le SMIC de la Bulgarie. Mais est-ce que vous êtes prêt à diviser par combien votre salaire pour arriver à 173 € par mois? En travaillant. Ah ben oui. Ah ben, tu crois quoi? On va te donner de l'argent, tu ne travailles pas. N'oublions pas que lorsqu'on nous donne le RNI à l'époque, le RSA aujourd'hui, c'est pour compenser le fait que l'État a oublié que dans la Constitution, le droit est un droit, le travail est un droit et un devoir. J'ai le devoir de travailler, mais j'ai le droit de travailler. Donc l'État a le devoir de me donner du travail. Et un jour on se rend compte que parce que soi-disant on y reviendra à la mondialisation par rapport à tout ça, c'est un petit peu difficile, on leur dit bah, excusez-nous, on vous donne le RSA, excusez-nous. Et puis un jour, on enlève le excusez-nous, et il reste le RSA. Et puis un jour, on dit ça va les nantis, on se glande, je parle au peuple, hein. On ne fait rien, on vous donne le RSA et vous ne faites rien. C'est ça qui se passe. C'est exactement pareil pour la PAC, la politique agricole commune. C'est ça. On vous enlève toutes les barrières, on ne vous protège plus, mais en contrepartie, on vous donne des aides. C'est notre argent, on le verra. On vous les donne. Et puis un jour, on dit, mais franchement, les agriculteurs français, ça va les nantis? Vous touchez bien de l'argent à rien faire? C'est ça les aides. Alors on grogne. En France, on se dit que qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on va manifester. On va manifester à Paris. Oui, mais 80% des lois, et toutes les lois primordiales, hein, par contre, toutes, c'est-à-dire toutes les lois économiques, toutes les lois sociales, elles sont prises à Bruxelles. On a ouvert la porte. Alors, eh bien, j'ai beau grogner, je me rends compte que je suis soumis à cet article-là, l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui fait que l'Union européenne est un espace de libre-échange et non faussé de personnes, de services et de capitaux. Libre-échange, ça veut dire libre. Il n'y a plus de règles. Ah bon? Ah oui, alors ça va être un petit peu compliqué alors. Oui, bah surtout qu'il y a l'article 32 qui favorise les échanges commerciaux et la libre concurrence entre les États membres et les pays tiers. C'est-à-dire que tout est fait, quand on traduit, tout est fait pour qu'il y ait des échanges commerciaux, quel qu'en soit le prix, la productivité. C'est ça. Alors, ça va être un petit peu dur, parce que quel qu'en soit le prix, c'est qu'il va falloir que je sois flexible, eh bien, pour les pays, jusqu'à avoir des salaires de pays à très bas coût de salaire. Alors, on va me dire, oui, mais tu sais, tu n'es pas au courant. Ça s'appelle la mondialisation. Le terme magique qui couperait tous les débats. Mais c'est quoi la mondialisation? La mondialisation, eh bien, ce sont nos hommes politiques qui se cachent derrière ce mot pour nous faire oublier qu'ils ont signé un ensemble de lois pour nous, sans rien nous dire, et qui détricotent tout ce qui nous protégeait. C'est simplement ça, la mondialisation. Il faut simplement avoir le courage de rebâtir des lois. Je ne dis pas que ça sera facile. Je ne suis pas un économiste. Mais par contre, écoutons les économistes, écoutons les gens qui savent. Ça ne sera pas facile. On a tout cassé en France. Il faudra reconstruire. Mais l'espoir, c'est dans la reconstruction. Ce n'est pas de continuer à tomber comme ça. Et alors, les hommes politiques, toute la journée, les médias, toute la journée, nos voisins, les gens qu'on essaie d'alerter sur les marchés, tout le temps, nous disent « Mais attends, tu rigoles, si on sort de l'euro, ça va être une catastrophe parce que l'euro nous protège. » Ah bon? Ah bon, ben, on pourrait le croire. Sauf que nous, on s'appuie sur des faits. Alors, on ne comprend plus et on continue à mettre au pouvoir des gens qui sont tellement savants. Eux, ils savent. Eux, ils savent. Ça donne des messieurs comme ça. Les deux derniers présidents de la République, on ne va pas remonter trop loin,
Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande, ben c'était l'un a eu Florange, l'autre a eu Gandrange, c'est ArcelorMittal, et avec ce monsieur Arnaud Montebourg. C'est sympa, enfin, moi je préfère les dames, mais c'est quelqu'un de charmant, présente bien, et puis tout de même c'était une gauche un petit peu plus dure. Oui, le seul problème c'est que ce monsieur il avait dû rater les cours sur un article, ben, lui mais aussi son copain. Vous savez, celui qui nous disait « Moi, président, je lutterai contre les délocalisations ». Alors, ben, il y avait ici des gens, mais des gens qui se battent, des gens de syndiqués, qui, quand il fait froid, ils sont là, devant la porte, le bras zéro, pour ne pas avoir trop froid, pour défendre leur usine. On peut même se demander si, à la tête de ces syndicats, où il y a tout de même des gens qui connaissaient les lois, pourquoi est-ce qu'on ne leur a pas dit à ces gens-là qui se gênent que... On aurait pu dire aussi à M. Montebourg qu'il y avait l'article 63 du traité sur l'Union européenne qui dit que toute restriction de mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers est interdite. Ça, c'est un petit peu de la langue bruxelloise, mais en fait, quand on traduit, on le sait, cet article 63, c'est un petit peu comme si on interdisait d'interdire les délocalisations. Ah bon? Ben oui, parce que lorsque M. Montebourg est allé voir les syndiqués qui lui disaient « N'oubliez pas, on a voté pour vous, pour que vous régliez les délocalisations. » Qu'est-ce qu'il a fait, Arnaud? Eh bien, il dit « Écoutez, il n'y a aucun problème, je vais aller voir celui qu'on appellera M. ArcelorMittal, et vous allez voir ce que vous allez voir. » Les caméras se sont arrêtées là. Mais moi, j'imagine, quand il est arrivé, on s'est fait une belle petite poignée de main, et le patron lui a dit « Écoute Arnaud, tu es gentil, je ne vais pas te faire le sketch, tu connais l'article 63. Alors écoute, prends un café, prends un petit peu de temps, parce que si tu pars de suite, là, ben BFM TV, tu sais qu'ils nous informent si bien, ils vont se dire que « Ah, les Français, ils vont peut-être se dire qu'il y a un problème. S'il part comme ça, c'est qu'il ne pouvait rien faire. » Parce que ah ben, le patron lui dit tu sais, je vais la vendre l'usine et tu ne peux pas m'en empêcher. Ben ça, tant mieux, on ne peut pas l'empêcher. C'est vrai, on ne peut pas l'empêcher. Mais par contre, je vais prendre l'argent. Tu ne peux pas m'en empêcher. Je vais passer la frontière. Ouais, ces ballots, il n'y en a plus. Et puis, je vais aller dans un pays à très bas coût de salaire et je vais reconstruire. Je vais reconstruire ailleurs. Ben, pourquoi pas en Bulgarie à 173 € par mois. Il l'a dit, il l'a fait. Pourtant, si M. Montebourg, qui était un ministre, ne connaissait pas cet article, il y a deux raisons. Soit il n'est pas compétent, et quand on voit l'état de la France, on a besoin d'avoir des gens compétents. Ça tombe bien, on en a un, il s'appelle François Asselineau. Mais lui, quand il a alerté, eh bien on lui a dit, bah, écoute, tu vois, j'espère que tu as pris ta doudoune parce que tu vas être dans le frigo. Ou alors, c'est plus grave, c'est qu'il savait. Et s'il savait, et que ça amène le fait de le cacher à la destruction de notre industrie, ça s'appelle même plus un mensonge, ça s'appelle de la traîtrise. Alors, tout ça, eh bien, ça donne ces chiffres-là, où nous, à l'Union populaire républicaine, on sait qu'on a des yeux. Il suffit de lire. C'est pas Alain Fedel, c'est pas François Asselineau, c'est l'INSEE. Il suffit de lire, c'est un reflet économique et social entre 2002, l'introduction de l'euro, dans nos porte-monnaies, et 2013. Eh bien, nous avons, en zone euro, il y a eu plus 57,14% de chômeurs. En France, eh bien, on a eu 18,25% de pauvres, 29,63% de très pauvres, 600 emplois industriels perdus par jour, une usine qui ferme par jour, 700 Français qui seront passés sous le seuil de pauvreté. Ça, tout le monde peut le voir, c'est dans les chiffres qui sont connus. Mais par contre, on nous dira toujours, eh bien, avec des gens qui sont toujours les bienvenus à la télévision, comme ce monsieur. Salut Jacob. Monsieur
Jacques Attali, grand économiste. Et lui, avec des économistes très perspicaces comme ça, nous sommes sauvés. Il y a eu Rambaud, il y a ce monsieur. Ce monsieur qui, dans les années 90, nous aura dit, lorsque le traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a coulé, mais elle n'a pas coulé vers chez moi. En tout cas, eh bien, avec des gens comme ça, qui sont tout le temps invités à la télévision, je comprends qu'on ait peur de sortir de l'euro. Parce que la croissance dans la zone euro en 2013, ça aurait été 0,8%, la pire du monde. De toute manière, la zone euro a été tout le temps la pire zone économique dans le monde. Et pourtant, il faut rester avec tous les perdants. Moi, je préfère être moins nombreux, mais avec les gagnants. Il y en a qui se disent, ben, on est mieux à perdre à plusieurs. C'est pas ma manière de voir. Alors, ben, je ne vous parlerai pas de certains problèmes. Quand on commence comme ça, c'est que bien sûr, on va en parler. Mais je me dis que c'est une bonne transition. Je ne vous parlerai pas de ça, de cette misère-là. Cette misère pour tout le monde. Pas que d'un côté, de l'autre. Tous les bouleversements que ça crée. Et bien sûr, vu que ben, nous, on a un cœur qui bat, eh bien on nous prend toujours simplement pour un cœur. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais on ne remonte jamais à la source. Qu'est-ce qui fait que ce gars-là, il est comme ça? C'est un être humain, lui. Lui, il est en train de pleurer. Moi, ça me déchire. On peut me dire, oui, mais c'est du cinéma, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui fait que ce gars-là, il se retrouve en Union européenne, et lui, il souffre. Et puis, il y a des gens aussi qui sont en Union européenne, et qui souffrent, soit parce qu'ils ne peuvent rien faire, soit parce que lorsqu'on est déraciné, eh bien, cette incompréhension de vie, ben, ça crée aussi de la colère. Et ça crée aussi de la violence. Mais ça, tout ça, même si des télévisions qui ont besoin de faire du chiffre, de l'audimat, ou des partis politiques qui, pourquoi pas, auraient besoin pour les élections d'avoir un petit peu plus de pourcentage, tous ces gens-là vous disent que nous, attention, on va régler le problème, eh bien, c'est géré par l'article 76, 77, 78, 79 du TFUE, qui décide des entrées, des sorties, des regroupements familiaux, du droit d'asile et d'expulsion du territoire. Point à la ligne. Alors, tant qu'on n'appelle pas à sortir de l'Union européenne, c'est-à-dire à effacer ces articles-là, ça ne sert à rien d'en parler comme si on pouvait régler les choses. On ne peut pas. Par contre, on a le droit de vouloir les régler. Nous, on se dit que des gros problèmes comme ça, des gros problèmes pour tout le monde, on a le droit, nous, de s'exprimer. Alors, ben, l'UPR dit que sur ces thèmes-là, ce sont les Français par référendum qui devront les traiter. Mais bien sûr, après avoir fait des débats contradictoires, s'être ouvert l'esprit, avoir une instruction par rapport à ça. Alors, ceux qui ne comprenaient pas pourquoi à Calais, on voit les CRS qui sont là et qui attendent souvent, qui attendent bien plus que lorsque tu fais une manifestation, toi, pour dire, bah, écoutez, on aimerait un petit peu plus vivre. Hein. Et là, hop, il y a une détente un petit peu plus rapide qu'à Calais, où il y a des gens qui souffrent, et de tous les bords. Et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire que c'est à cause d'une religion, d'une couleur de peau. Il y a des gens qui souffrent. Nous, on veut s'arrêter là, mais il faut le régler. C'est ce qui se passe à Calais. C'est donc pour ça. La France n'a donc pas la main. Ben, si vous ne croyez pas, regardons l'histoire. Ce monsieur... Bon, j'ai pris cette image, on aurait pu en prendre une des plus jolies, mais je le trouve sympathique. 2010. Alors 2010, c'est après qu'il ait voulu devenir un commercial pour Karcher. C'est notre moment. Là, il avait dit, vous avez un problème avec les Roms, laissez, je vais m'en occuper, on les expulse. Cette dame-là, bon, on ne pourra pas dire que là, c'est pas une photo flatteuse, après il y en aura une autre qui l'est un petit peu moins.
Cette dame-là, elle s'appelle Madame Viviane Reding, une luxembourgeoise. J'ai rien contre les luxembourgeois. On a aussi le droit d'avoir des paradis fiscaux dans l'Union européenne, même si on a tous les grands européistes qui disent attendez, nous on va, bien sûr, on va œuvrer contre les paradis fiscaux. Alors on va aller voir de l'autre côté de la planète. Oui, non, mais il y en a un qui est là. Ah ben ça tombe bien en plus, notre président de la Commission européenne, là il a été Premier ministre, il le sait, hein. Eh bien cette dame-là, Viviane Reding, une luxembourgeoise, élue par personne, qui n'a aucun compte à vous rendre, ni à vous, ni à la justice, elle s'est permise qu'on aime ce monsieur, ou qu'on n'aime pas ce monsieur, à ce moment-là, c'est le président de la France. Eh bien cette dame-là, elle a dit, Nico, tu veux expulser les Roms? Ben non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben non. Ce fut non. Parce que lorsque l'Union européenne décide, la France obéit. Les problèmes sont sûrement restés les mêmes. Moi, je n'en ai pas là où j'habite. Je n'en ai pas. Je ne vais pas en créer. Même si on a envie que j'en crée. Pour que je me sente en insécurité. Mais les problèmes, ils n'ont peut-être pas disparu comme ça. Mais on n'en parle plus. C'est bizarre qu'on n'en parle plus. Mais ça vient de là. Ah. Alors je vous parlerai un petit peu plus, mais à peine. Parce que j'aimerais pas que ça soit récupéré des événements tellement tragiques que je me demande où est-ce qu'on vit. Et que je suis tellement heureux, je l'ai dit au tout début, je suis tellement heureux que les amis et la famille que j'ai sur Paris, eh bien, m'aient tous téléphoné, envoyé des SMS ce matin pour me dire écoute, te casse pas la tête, nous ça va, mais ça n'enlève pas l'émotion que j'ai parce que y a des gens qui ont souffert. Et énormément de gens qui ont souffert. Et peut-être qu'on pourrait se dire que ça vient de là. Est-ce que vous savez qu'il y a un pays étranger qui décide de la sécurité de l'Union et donc de la France et à qui on a donné les clés de la maison? Notre sécurité de l'Union européenne et donc de la France, eh bien, c'est ce pays-là. C'est cet organisme-là. L'OTAN. L'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, génial, qui avait été créé pour la guerre froide. La guerre froide, à la limite, c'était contre les États-Unis, enfin le bloc occidental, contre, vous le savez, contre l'URSS. L'URSS s'est terminée en 1991, si je ne me trompe pas. Ah bon? Et pourquoi il y a toujours l'OTAN? C'est comme ça. Sans vouloir entrer dans des polémiques, voilà les bases de l'OTAN. Le grand méchant, il est là, hein, ici. Mais il y a des bases de l'OTAN partout. Tout de même. C'est l'OTAN qui fait notre sécurité. Ah oui, mais l'OTAN, tout de même, c'est dirigé par qui? Par Washington. C'est eux qui font notre sécurité. Grâce à cet article-là, l'article 42 du traité sur l'Union européenne, les règles édictées par l'OTAN s'appliquent aux États de l'Union européenne qui en sont déjà membres. L'article 42 du TUE, qui nous lie tout de même à un pays qui est extérieur à notre Union. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les États-Unis, ça n'y change rien. On n'est plus maître de ça. Mais l'OTAN, je suis désolé, ce sont tout de même des guerres où on n'a aucun intérêt à l'intérieur. On a simplement des répercussions qui fait que, avec des guerres, de chocs de civilisation, dans des pays, si vous voulez, on n'est pas très blanc. Tout ça. Eh bien, on est en train de faire la guerre d'une autre idéologie qui est la nôtre. Nous, ce n'est pas notre intérêt. C'est encore moins notre intérêt d'être trahi par le reste du monde parce qu'on suit des guerres qui sont totalement illicites pour l'ONU. Et qui fait qu'un jour, lorsqu'on se retrouve dans des guerres néocoloniales, à aller piller des pays, le sous-sol de ces pays, il est certain qu'il y a des pauvres gens qui un jour ont besoin de se réfugier quelque part, il n'y a pas que des pauvres gens aussi. Il y a aussi des gens qui sont peut-être un petit peu télécommandés. Mais ça, ce sont des suppositions. Ce qui n'est pas des suppositions, c'est qu'il y a des gens qui viennent, et la misère, c'est fédérateur souvent, et ça crée beaucoup de choses. Alors, bien sûr, on se dira, écoute, alors toi, franchement, pour un musicien, tu es un petit peu sombre, hein. Écoute, forcément un plan B. Forcément un plan B pour changer tout ça. D'accord? Bon. Alors, oui,
Pour l'Union européenne, le plan B, c'est de faire des plans comme ça. On vous lance des compétitions. Ça fleurit partout sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. Prenez la plus belle photo de l'Union européenne. Il est certain qu'on va peut-être disqualifier les Grecs, les Portugais, bon, on va disqualifier tout ça. La plus belle photo, c'est idyllique, des couleurs très, très claires. Alors, est-ce qu'il y aurait un plan B? Ben non. Pour changer l'Union européenne, on ne peut pas, parce que les traités sont soumis à l'article 48 qui impose la loi du suffrage à l'unanimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 28 États qui ont des intérêts totalement divergents. Prenons la Roumanie. La Roumanie, c'est un pays qui fonctionne, qui accueille du travail sur son sol parce que les salaires sont bas. Est-ce que les dirigeants de la Roumanie ont envie de monter les salaires? Ben non, tu serais moins compétitif. Ça s'appelle du dumping social dans tous les sens. C'est-à-dire que là, je vais soumettre des gens à garder leur petit salaire et dans les pays qui ont des salaires plus importants comme les nôtres, à les baisser. C'est ça. Eh bien, est-ce que vous croyez que la Roumanie, qui aime bien la culture française, mais ça a tout de même un frein à un moment, va se dire, ben oui, il est certain que nous, on vit aussi hein, avec les entreprises délocalisées de la France. Bon, ils sont sympas les Français, allez, on va se mettre une balle dans le pied, on va voter pour eux, on va arrêter l'article 63 qui interdit d'une certaine manière d'interdire des délocalisations. Ben, vous rigolez. Ils diront non. Et vu que la voix de la France au sein de l'Union européenne vaut la voix de la Roumanie ou d'autres pays, moi j'ai rien contre la Roumanie, mais c'est un exemple, eh bien vu qu'il faut le suffrage à l'unanimité et que ces pays ont des intérêts totalement divergents, ça sera non. C'est tous les pays, pas 27, c'est 28. Donc il faudrait, avec cette loi, que 28 États se regroupent tous en même temps, votent exactement pareil sur un même sujet au même moment. Ça ne s'est jamais passé, c'est pas de la géopolitique, ça s'appelle l'euro-million. Moi je n'ai jamais gagné à l'euro-million. Il faut dire que je ne joue jamais non plus. Je n'ai jamais compris, quoi qu'il en soit, les règles. Ça s'appelle l'euro-million. Mais j'ai l'impression qu'ici, dans beaucoup de partis français, depuis les premières élections européennes, il y a beaucoup de gagnants de l'euro-million. Ou alors des gens qui sont très très gays, des lurons. Ou alors des gens qui ne connaissent pas l'article 48. Et là, c'est un petit peu plus grave, ou des gens qui le connaissent et qui vous font croire qu'on peut changer l'Union européenne. Ça ne s'est jamais passé et ça ne se passera pas. Alors, on pourrait se dire, oui d'accord, alors ok, bon ça ne changera pas, mais tout de même on reçoit de l'argent, des subventions. Tous les fonds européens, le FEDER, le FEADER, le FSE, tout de même généreux. L'Union européenne, c'est tout de même bien pour nous. Bon, ok. Mais voilà, l'Union européenne, ce sont en rouge les contributeurs directs, et puis en bleu ceux qui reçoivent plus que ceux qui donnent. Et nous, on est le deuxième, quelquefois le troisième, toujours une compétition avec l'Angleterre, contributeur direct, c'est-à-dire qu'on donne plus que ceux qu'on reçoit. Ah, on donne plus que ceux qu'on reçoit. Ben oui, par an. Alors c'est selon les années, là on a des chiffres. On donne par an entre 22 et 24 milliards à l'Union européenne. De notre argent qui part à l'Union européenne. Qui nous rend de notre argent entre 14 à 16 milliards de notre argent. Qui revient sous forme de subventions, de fonds ou des associations, et toujours avec la condition d'avoir, bien sûr, mis le drapeau européen sur un chantier, sur ce que l'on aura mis en place. Les 7 à 9 millions, lorsqu'on voit l'état de nos services publics, qui de toute manière sont de plus en plus privatisés, eh bien on se dit que si on les gardait, eh bien on pourrait avoir une éducation nationale de qualité, d'avoir plus de formation dans nos professeurs,
On pourrait avoir une assurance maladie qui ne soit pas soumise à l'article 121, c'est-à-dire les grandes orientations de politique économique, qui nous demandent, en fait, de comprendre que la sécurité sociale, c'est une entreprise commerciale avec des clients, et qu'elle doit être en compétition avec les autres mutuelles, commerciales. C'est la fin de la sécurité sociale. C'est la fin de tout ce qui est notre bien public. Avec cet argent-là, eh bien, on pourrait améliorer la retraite, la fin de vie. On pourrait avoir des allocations familiales, logements qui soient mieux pensés. Eh bien, aussi, on pourrait s'occuper de notre dette. Nous avons plus de 2000 milliards d'euros de dette. Si je pose sur la table, je ne le ferai pas parce que je m'arrêterai bien vite. Si je pose sur la table 1 euro par seconde, il me faudrait 63 377 ans pour payer toute ma dette. On paye déjà 51 milliards simplement d'intérêts, plus que notre impôt sur le revenu. Alors je me dis que lorsqu'on voit tous ces chiffres qui sont vérifiables, je n'invente rien, on marche tout de même un petit peu sur la tête. Alors, vu qu'on a vu qu'au point de vue financier, c'est notre argent, ça n'a aucun intérêt, point de vue économique, c'est une ruine, qu'on ne pouvait pas changer l'Union européenne, qu'est-ce qu'on attend? Et qu'en plus, on voit que notre manière de gérer la démocratie, nous, à l'UPR, c'est tout de même légèrement différent, et le léger, c'est pour être amusant, que la manière de le gérer de tous ces gens qui nous disent qu'on a besoin d'être dans la zone euro, c'est-à-dire la pire zone économique au monde. Eh bien, on se dit que je suis peut-être excessif, alors on va faire parler ceux qui s'y connaissent encore mieux que moi, cette dame. On l'a vu tout à l'heure. Vous savez qu'il y a des moments où elle est un petit peu jolie, puis là, elle est un petit peu moins jolie, mais elle a toujours un très joli brochet. Ça va, Viviane, en octobre 2012, elle est allée au sein de notre démocratie. Ce que l'on croit être le sein de notre démocratie, elle est allée à l'Assemblée nationale voir nos représentants, ceux qui doivent nous représenter. Ça, un représentant, c'est quelqu'un qui doit nous représenter. Il est là pour ça. Elle est allée leur dire un truc, ils ont baissé les yeux. On a été bien représentés. Elle leur a dit... Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Waouh! S'il n'y a plus de politique intérieure nationale, nos représentants ne servent donc plus à rien. Mais nos représentants, c'est nous. N'oublions pas, nous avons des droits et des devoirs inaliénables, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. N'oublions pas les articles de notre Constitution. Ça veut dire que nous, en tant que citoyens, nous, la nation, cette dame vient de nous dire comme ça, que ça n'existait plus, point à la ligne. Il y a aussi ce monsieur, c'est Jean-Claude Juncker, ou Juncker, moi j'aime bien Juncker. Eh bien, c'est l'ancien Premier ministre du Luxembourg, on l'a dit tout à l'heure, un paradis fiscal. Quelqu'un qui a tout de même détourné les taxes d'entreprises, de centaines d'entreprises, cet argent qui devait revenir à des pays, c'est-à-dire pour la croissance de pays, pour qu'on fasse des routes, des écoles, il les a détournés pour que ça fasse bien vivre le Luxembourg. Ce monsieur est devenu le président de la Commission européenne. Vous ne l'avez pas élu, moi non plus. Eh bien, ce monsieur a dit en début d'année, en parlant de la Grèce, eh bien, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Je ne sais pas quelle est votre grille de lecture, mais moi, lorsqu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il ne peut pas y avoir de choix démocratique, s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a donc l'inverse, et l'inverse de la démocratie, c'est la dictature. Pour moi, ça s'appelle une dictature. Maintenant, on peut me dire, mais tu sais, tu es tout de même un petit peu excessif, tu es un petit peu binaire. Ah bon? Bah écoutez, alors il faudra me trouver un autre terme. Je te remercie, Jean-Claude. Et lui, Helmut Kohl, qui a été un chancelier... c'est lui qui a fait rentrer Mme Merkel dans la politique, c'est lui qui l'a prise en tout cas sous son aile. Qui dira, alors lui non plus, c'est pas le temps de Charlemagne, hein, c'était en mai 2015. Et lui, il a avoué, hein, c'est lui qui avait la main dans la main avec M. François Mitterrand et qui a aussi œuvré bien sûr pour Maastricht. Et il a dit, je n'ai pas soumis l'euro
un référendum en Allemagne, car il va de soi que je l'aurais perdu. Je me suis comporté comme un, on va y aller ensemble, dictateur. Merci Helmut, tu as été extraordinaire, je t'aime beaucoup. Donc voilà, à la fin de cette conférence, bien sûr, des gens qui sont adhérents à l'UPR, ça fait longtemps qu'ils sont conscients qu'on est enfermé dans cette fameuse prison que nous on appelle l'Union Européenne, l'euro et l'OTAN, comme disait ce fameux psychologue. Pour les autres, j'espère que c'est quelques exemples, parce qu'on pourra en parler pendant des jours et des jours. J'espère qu'ils sont peut-être un petit peu plus conscients qu'on est enfermé dans cette prison. Et vu que cette prison-là, on ne peut pas la changer, il va falloir, on ne peut pas retapisser les murs. Eh bien, par contre, nous, on sait qu'il y a un moyen, on a la clé pour en sortir. Pour en sortir, c'est simplement penser autrement. Eh bien, c'est quitter l'Union Européenne, l'euro. Alors l'OTAN, c'est avec un autre article, hein, mais c'est l'article 50 du TUE. Il existe, il est dans les traités, on n'a pas mis par hasard. Cet article va nous permettre de sortir légalement, puisque c'est un article de loi, sans se faire d'ennemis, sans prendre les fourches, ça peut être en chemin aussi, c'est pas le mien. Sans prendre les fourches, en gardant des relations avec le reste du monde, parce que c'est ce qui nous intéresse, pour sortir de l'enfer, l'article 50, quitter l'Union Européenne. Et si vous voulez savoir comment est-ce qu'on pourrait quitter l'Union Européenne, avec cet article, parce que c'est bien beau d'en parler, mais il faut un calendrier. Quand, comment ça se fait? Alors ça serait trop long pour vous expliquer, bien vous irez sur le site de l'upr.fr et vous aurez écouté la conférence de François Asselineau qui s'appelle Le jour d'après. Et là, on se dit, en fait, techniquement, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est simple. Ça ne veut pas dire que ça sera simple après, il faut rebâtir la France. Mais lorsqu'on vient à l'UPR, c'est qu'on pense, c'est très orgueilleux tout de même. Nous, on veut redonner la liberté aux Français de choisir eux-mêmes leur destin. On n'est pas rentré dans un autre parti ou mouvement. On est là pour donner tout ce que l'on a pour arriver à ces fins-là. Alors, déjà, pour aider, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pour y arriver à ce chemin-là qui est long, hein, bien sûr, on peut. Là, c'est à ce moment-là que tout le monde tourne la tête. Hein. Il y a marqué des dons. Il n'y a pas marqué d'un don. Il y a marqué des dons. Pour avancer, je vous le dis, nous avons un budget extrêmement restreint. Nous ne touchons aucune aide de l'État. C'est que des bonnes volontés. C'est notre argent que l'on a mis, nos cotisations. Mais lorsqu'on voit, je crois que le budget maximal dans ces élections régionales, je crois que c'est 10 à 12 millions d'euros. Qu'est-ce que ça serait bien si moi, l'État me donne 10 à 12 millions d'euros, je quitte de suite l'UPR et je pars à Ibiza. Ou je deviens président de la Commission européenne. 10 à 12 millions d'euros. Je ne vous donnerai pas le chiffre, parce que je ne sais pas si j'en ai le droit. Mais nous, on compte au kilomètre dans les voitures. Et puis il y a des gens qui sont fatigués et qui se battent. Et on a besoin de gens pour nous aider à mettre les affiches, pour nous aider à donner des tracts. Et tout ça, ça coûte un petit peu. Ça coûte en temps et ça coûte un petit peu en argent. Donc peut-être pour aider, eh bien des dons. En devenant adhérent. Il y en a un qui est venu. Merci. C'est pas évident. Lorsqu'on a tous les problèmes du monde et qu'on en a assez de ces partis, que ce soit la droite, la gauche, on a vu qu'ils nous font la même politique, on se dit à quoi bon et on baisse les bras. Mais plus on baisse les bras, plus on laisse la porte ouverte à toute la politique que peut-être on a envie d'appliquer si on se tait. Alors des dons en adhérant. Ah, il y a quelqu'un qui me ressemble. Peut-être pour ces élections-là, en Auvergne-Rhône-Alpes. Votez pour ce monsieur que j'aime bien. Alain Fédel. Ou alors, eh bien en 2017, votez pour ce monsieur. François Asselineau. Bien sûr, je l'ai mis dans le corps d'un autre parce que je trouvais que c'était bien d'avoir une photo de lui avec l'Élysée derrière, mais j'espère vraiment, même si ça va être dur, vous le savez, il faut réveiller les Français. Mais il y a tout de même 50 à 60% de gens qui ne votent plus.
peut-être que ces 50 à 60% de gens, s'ils entendent notre discours, ils vont pouvoir d'un seul coup se dire « Ah, c'est autrement ». Et ils vont pouvoir voter pour ce monsieur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu plus éclairé, cette conférence, cette mini-conférence, et j'espère que vous serez tout le temps, longtemps, pas parce qu'on prend une carte d'un parti. Si on prend une carte de l'UPR en pensant que l'an prochain ça va être réglé, on se leurre soi-même. Si on rentre là-dedans, c'est qu'on va donner du sien. Je vous remercie de m'avoir écouté et de ne pas oublier ces 3 lettres UPR, Union Populaire Républicaine. Parce que... oui, mais...